au titre de la perte de chance, qui est une fraction des préjudices, plus une réparation d'un préjudice moral si le risque s'est réalisé. Donc ça, le défaut d'information a pris une ampleur considérable en France, qui permet aux victimes de poursuivre les médecins. Le deuxième pan, au-delà de cette faute du défaut d'information, sont les fautes de science. Et là, on va aller assez vite, mais et on en a tous parlé. Même s'il n'y a pas de définition, on reprend en France ce qui avait été dit par la jurisprudence, c'est-à-dire que le médecin doit donner des soins consciencieux et adaptés. Et on est sur des dispositions où finalement le médecin doit donner des choses en fonction d'un bénéfice-risque, c'est-à-dire que le patient doit bénéficier des meilleures thérapeutiques. Donc on a beaucoup de phrases pour essayer d'exprimer ce que peut être le devoir du médecin de donner des soins consciencieux en fonction des connaissances acquises. Et on revient à l'importance de l'expertise. Parce que qui va nous dire quelles étaient les connaissances à l'époque des faits? C'est bien l'expert dans la matière qui est concerné, que ce soit orthopédique, gynécologique, c'est quel était l'état de la science au moment de l'acte. Et c'est bien dans le cadre de l'expertise qu'on va déterminer si le médecin a agi dans le cadre des connaissances qu'il devait normalement avoir. Alors, il y a plusieurs types de fautes qui sont retenues. L'erreur de diagnostic, qui est une responsabilité personnelle, c'est-à-dire que chaque médecin, même dans une continuité d'actes, doit vérifier le bon diagnostic. C'est-à-dire que même si un médecin, un médecin envoie un patient à un autre médecin parce qu'il a fait un diagnostic, le médecin suivant doit revérifier ce diagnostic. C'est vraiment une obligation de chaque médecin. Alors, pour déterminer l'erreur de diagnostic, pour faire vite, on fait la différence entre une erreur de diagnostic qui devient fautive quand vraiment le diagnostic pouvait être établi facilement en faisant les examens nécessaires, et elle ne sera pas fautive, en revanche, si le diagnostic est difficile à faire. Et là aussi, on a besoin de l'expertise. Quand est-ce qu'un diagnostic est difficile à faire? C'est que on a des symptômes qui sont compliqués à diagnostiquer. Alors, je vous ai mis plusieurs exemples, mais on y reviendra, mais il y a des matières où c'est compliqué, c'est-à-dire que diagnostiquer un infarctus, ce n'est pas si facile, parce qu'il y a certains troubles qui peuvent ressembler à soit une grippe, soit autre chose, et diagnostiquer un infarctus peut être parfois difficile. Un autre type de faute, c'est l'indication, c'est-à-dire que le médecin doit, une fois qu'il a fait son diagnostic, poser une indication chirurgicale ou de thérapeutique de façon juste. Et là aussi, on a de la jurisprudence sur plusieurs types de pathologies. Et là, j'ai cité un exemple sur la chirurgie bariatrique. On a beaucoup de procès sur des responsabilités en matière de pose d'anneaux gastriques. Et en France, c'est assez réglementé, c'est-à-dire qu'il faut, avant de faire de la chirurgie bariatrique, il faut avoir l'avis d'un nutritionniste, d'un psychiatre, et vérifier qu'il n'y a pas d'autres possibilités de traitement avant de faire une atteinte par un acte chirurgical. Et il peut y avoir une indication insuffisante, et faire une intervention qui n'est pas qui est grave et qui est lourde et qui n'est pas indiquée relève de la faute du médecin. Un dernier mot sur le diagnostic. Le diagnostic prénatal, c'est quelque chose qui a été très important aussi en France, parce qu'on a eu la jurisprudence qui a, à un moment donné, indemnisé, lors d'un défaut de diagnostic prénatal, le préjudice subi par l'enfant de son handicap. C'est-à-dire que l'enfant était handicapé déjà en tant que fœtus, mais le diagnostic n'a pas été fait.
et il est né handicapé avec son handicap. Et à un moment donné, la jurisprudence a dit, ben oui, on va indemniser l'enfant de son handicap du fait de ce diagnostic qui n'a pas été fait en prénatal. Là aussi, la loi est intervenue pour bien préciser, non, il faut une faute caractérisée pour pouvoir indemniser les parents, et le préjudice de l'enfant ne peut pas être indemnisé, parce que de toute façon, il était déjà atteint de la malformation qui n'a pas été diagnostiquée. Donc vous voyez qu'on évolue tout le temps entre la jurisprudence et la loi, surtout ces principes de faute. La faute dans la réalisation de l'acte de soin, alors là aussi, il y a plein d'exemples. Il y a des choses faciles. Un oubli de compresse lors d'une intervention, ben oui, c'est fautif. En revanche, il y a des choses plus compliquées, et notamment tout ce qui est précisément le problème de la frontière entre la maladresse et l'aléa. C'est-à-dire que maintenant, comme nous avons l'aléa thérapeutique indemnisé, quand est-ce qu'on est dans le cadre d'un aléa et quand est-ce qu'on est dans le cadre d'une maladresse? Et on se pose la question sur tous les actes qui entraînent une lésion, une perforation, une plaie, une blessure, qui normalement ne devrait pas avoir lieu. Et là, la jurisprudence a été antérieure à la loi et elle a continué après la loi du 4 mars. Et pour faire vite, le médecin sera responsable si l'acte qu'il fait n'implique pas une atteinte à un des organes qu'il a touchés et s'il n'y a pas de prédisposition du patient. Parce que il peut y avoir un organe placé un peu différemment pour un patient qui était inattendu au moment où le médecin intervient. Et là, ce ne sera pas sa faute s'il y a une prédisposition particulière. Mais s'il n'y en a pas, et si normalement son acte n'impose pas cette atteinte, sa responsabilité sera retenue. Et on va conclure sur ce point-là, parce que là, on arrive à la limite aussi, et la difficulté pour les médecins, c'est que vous voyez cet arrêt de 2013 où finalement on arrive à une présomption, en tout cas au niveau de l'acte, de faute qui pèse sur le chirurgien, qui doit finalement lui prouver que l'atteinte était inévitable et qu'il y avait éventuellement des prédispositions du patient. Donc, il y a d'autres types de fautes, mais je crois qu'on va conclure sur ce point-là, pour dire que pour moi l'importance, c'est vraiment l'expertise, et tout se joue, en tout cas pour les avocats que nous sommes, qu'on soit pour les victimes ou qu'on soit pour les établissements ou pour les médecins, se joue à l'expertise. Et c'est vrai que la pratique, c'est se faire accompagner de médecins conseils, parce que nous, les avocats, on n'a pas toutes ces connaissances, se faire accompagner de médecins conseils et qu'il y ait un débat contradictoire avec l'expert qui va, lui, porter et donner tous les éléments au juge pour retenir ou pas une faute. Écoutez, merci beaucoup. Je crois que ces deux excellentes interventions nous ont cependant laissé sur notre faim, parce que c'est foisonnant et qu'il y a d'autres sujets qui sont abordés dans les écrits qui seront donc, si j'ai bien compris, publiés. Et comme nous sommes sur notre faim intellectuelle, nous allons passer, je pense, à notre faim substantielle pour déjeuner. Merci de Agnès Tala, de Sylvia Welch et de notre juge Ivan Guriev. Chers amis, le déjeuner est venu. Vous pouvez déjeuner hors de cette salle dans 30 minutes, s'il vous plaît. Ladies and gentlemen, the lunch, 30 minutes only for you. Дами и господа, колеги, обяда ви чака. Имаме 30 минути, след което продължаваме нашата работа. Благодаря.